Avez-vous déjà imaginé retrouver un message de votre grand-père, des années après sa mort? Pas une lettre ordinaire, pas un mot oublié sur la table, mais un message caché, silencieux, attendant d'être découvert dans un livre, comme s'il savait exactement quand je serais prête à le lire. Ce que j'y ai trouvé n'était pas un simple bout de papier jauni par le temps, c'était un fragment de son âme, des mots qui semblaient percer le silence de la mort pour m'atteindre juste au moment où j'en avais le plus besoin. Peut-être avez-vous déjà perdu quelqu'un de spécial, quelqu'un qui est parti, laissant un vide qu'aucune photo, aucun objet, aucun souvenir ne pourrait jamais combler complètement. Quelqu'un qui vous manque encore, même sans l'avoir vu. Si c'est votre cas, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre et, qui sait, même vous apaiser un peu. L'histoire que je vais partager n'est pas seulement la mienne. Elle parle de nostalgie, d'adieu et de ces mots que l'on garde pour plus tard, et parfois, plus tard, n'arrive jamais. À la mort de mon grand-père, la douleur était silencieuse, constante. Il était du genre à parler peu, mais à regarder beaucoup. Il écrivait plus qu'il ne parlait. Il avait une bibliothèque qui était comme un refuge, et c'est là, entre les pages d'un de ses livres préférés, que j'ai trouvé un mot qui a tout changé. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cela, fouillé dans quelque chose de vieux, presque comme quelqu'un en quête d'un lien, et soudain, tombé sur un souvenir dont personne ne vous a parlé. Quelque chose de personnel, d'intime, écrit juste pour vous, même si la personne qui l'a écrit n'est plus là. C'était comme ça. Un mot caché dans un livre qu'il m'avait toujours dit que je devais lire, et je ne l'avais jamais fait, jusqu'à ce jour. C'était son écriture. Je l'ai reconnu immédiatement. La simple vue de la ligne m'a serré la gorge. Et quand j'ai commencé à lire, ces mots semblaient écrits au présent, comme s'il savait à quel moment précis il me parviendrait, comme s'il était là, à mes côtés, me parlant à nouveau. Et ce qu'il a dit, eh bien, il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Ce mot n'était pas qu'un adieu, c'était un dernier conseil, une ultime conversation, un cadeau laissé avec intention, une lettre d'amour déguisée en réflexion. Il parlait du temps, de tout ce qu'on remet à plus tard, de ce qui n'a de sens que trop tard. Et je me demande, combien de messages comme celui-ci sont perdus, dans des tiroirs, des agendas, des boîtes, des livres, attendant d'être retrouvés? Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous a donné l'impression d'être serré dans vos bras, même de loin, même après la fin? Si oui, vous savez de quoi je parle. Sinon, peut-être que cette histoire vous préparera à ce jour, car on n'imagine jamais le pouvoir d'un dernier mot, jusqu'à ce qu'il nous trouve. Et c'est ainsi, en puissantissant et feuilletant un livre, au milieu du silence de la maison de mon grand-père, que je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait tout repenser. Le temps, les gens, les silences, le pardon qui n'a jamais été dit. Mais avant de vous dire exactement ce qu'il a écrit, laissez-moi vous dire qui il était. Mon grand-père n'était pas du genre à faire de grands discours. Il était de ceux dont l'enseignement se faisait davantage par sa façon de vivre que par ses paroles. Mais dans ce mot, dans ce bout de papier caché entre des pages usées par le temps, il parlait comme jamais auparavant. Et d'une certaine manière, j'en ai eu l'impression qu'il était toujours là, me regardant de l'autre côté de la table, avec ce sourire discret et ses yeux chargés d'histoire. En lisant, j'ai ressenti une envie irrésistible de le partager, car certains mots ne sont pas faits pour rester cachés, ils ont besoin d'être partagés. Tout comme cette histoire. Peut-être que vous, de l'autre côté de l'écran, avez vécu une expérience similaire. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un et, au milieu du chaos du désir, avez-vous trouvé une lettre, une photo, un enregistrement, tout ce qui vous a fait vous arrêter, respirer profondément et réfléchir « j'en avais besoin maintenant ». Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'un souvenir, d'un sentiment ou d'une histoire similaire. Je lis tout avec beaucoup d'attention et d'autres aussi. Parfois, ce que vous partagez pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un, si elle a suscité une émotion, j'aime.
Cela peut paraître simple, mais cela permet à cette vidéo de toucher plus de monde, peut-être même quelqu'un qui a besoin de réconfort, de connexion, d'un dernier mot inattendu. Oh, et si vous aimez les histoires vraies, pleines d'émotions, de nostalgie et de retrouvailles, silencieuses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Cela fait toute la différence. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de grandir et de toucher davantage de personnes avec ce genre de contenu. Des histoires qui nous rappellent notre humanité, notre fragilité, et pourtant si liées par des sentiments qui transcendent le temps. Maintenant, laissez-moi vous en dire plus sur qui était mon grand-père, et pourquoi, même s'il n'est plus là, il peut toujours me guider avec les mots qu'il a laissés derrière lui. Mon grand-père était de ces hommes qui n'avaient pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Il avait une façon de parler avec le regard, ferme et pourtant calme, comme s'il avait beaucoup vu et savait exactement quand le silence était plus fort que n'importe quelle phrase. J'ai grandi en l'observant de loin, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière cette expression toujours calme, cette démarche lente mais pleine de présence. On aurait dit qu'il portait le temps en lui comme s'il avait appris à vivre avec le rythme effréné du monde sans jamais se laisser absorber par lui. Dans sa maison, le plus frappant, outre l'odeur du bois et du café fraîchement moulu, était la bibliothèque. Des étagères s'alignaient sur les murs du salon. Il y avait tant de livres qu'on pouvait s'y perdre pendant des heures. Et c'est ce que j'ai fait. Même enfant, sans presque rien comprendre à ce qui était écrit, je feuilletais ces volumes comme si chaque page cachait un secret ancestral. Nombre d'entre eux étaient agrémentés d'annotations dans les marges, de soulignements, de marques discrètes. Parfois, des phrases étaient soulignées au crayon, comme s'il y avait trouvé une vérité cachée qui méritait d'être mise en lumière. Et il disait toujours « Un jour, tu comprendras la valeur des mots ». J'écoutais, mais je ne comprenais pas. J'étais pressé, comme presque tout le monde, pressé de grandir, de sortir, de vivre. Pas lui. Il aimait répéter que les meilleures réponses n'arrivent pas quand on les veut, mais quand on est prêt. Et je pensais que c'était juste une belle phrase de quelqu'un qui lit trop. Mais aujourd'hui, je sais qu'il me préparait à quelque chose qui n'a de sens qu'à présent. Après son départ, la maison ressemblait à une capsule temporelle. Son fauteuil épousait encore son corps, comme s'il pouvait revenir à tout moment. Ses lunettes reposaient sur le livre qu'il lisait, ouvert à la même page depuis des jours. Et la bibliothèque semblait respirer pour lui. Chaque titre semblait soigneusement choisi, comme les pièces d'un puzzle que je n'arrivais toujours pas à assembler. Ce n'est que bien plus tard, en fouillant dans les livres, que j'ai compris. Il ne se contentait pas de lire, il laissait des indices. Ce souvenir m'a fait réaliser qu'il existe des gens qui construisent un héritage en silence. Ils n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux, ne parlent pas fort, mais changent tout autour de nous par de petits gestes. Mon grand-père était comme ça, un homme qui croyait à l'impact d'une bonne histoire, au pouvoir transformateur de la lecture, au pouvoir d'un message écrit au bon moment. Il m'a appris, sans le dire ouvertement, que ce que l'on laisse derrière soi est souvent plus puissant que ce que l'on expose en public. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'a jamais dit ces choses à voix haute. Peut-être savait-il que je ne comprendrais que lorsque je serais prête. Et c'est là que tout s'est mis en place, car lorsque j'ai retrouvé ce mot, parmi ses livres, de son écriture ferme et familière, j'ai compris qu'il m'avait laissé plus que des souvenirs. Il m'avait laissé des conseils. Et cela m'a fait réfléchir à la fréquence à laquelle nous passons à côté de précieux messages, parce que nous ne sommes pas préparés à voir ce qui est juste devant nous. Ce mot ne parlait pas d'adieu sur le ton triste qu'on imagine habituellement. Il parlait de décision, de choix quotidiens, de courage, de la vie que nous ne parvenons pas à vivre par peur ou par distraction. Il écrivait que le temps est comme une étagère. Il semble infini. Mais un jour, on réalise qu'il n'en reste plus, que chaque livre que nous ne lisons pas, chaque mot que nous ne prononçons pas, pourrait être une chance qui ne se représentera jamais. Et surtout, il écrivait qu'aimer, c'est laisser des traces, et qu'écrire est une forme d'amour. Cela m'a frappé d'une manière étrange, car je n'avais jamais pensé à l'amour comme quelque chose qu'on enregistre.
Je l'ai toujours imaginé comme un sentiment, un geste, mais jamais comme un mot écrit attendant d'être découvert. C'est alors que j'ai commencé à tout voir différemment, pas seulement de lui, mais aussi de moi-même, de mon histoire, de ce que je construisais sans m'en rendre compte, de tous les mots que je gardais encore en moi, attendant le bon moment, et si ce bon moment existait vraiment. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ce que mon grand-père a écrit, et la manière dont il l'a écrit, révèle bien plus que des conseils ou des souvenirs. Il révèle un état d'esprit, une façon de voir le monde, et les relations qui transcendent le temps, la présence physique. Il s'agit d'un héritage émotionnel, de ce que nous laissons entre les lignes de notre existence, même après notre disparition. Lorsqu'il partit, ce fut comme si le temps s'était arrêté quelques secondes, non pas au sens poétique du terme, mais au sens propre du terme. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, comme si le monde avait oublié de respirer l'espace d'un instant. On avait l'impression qu'un mécanisme invisible s'était brisé, quelque chose d'essentiel qui soutenait nos journées sans que nous nous en rendions compte. Sa présence, qui auparavant emplissait les recoins de la maison d'un simple pas ou du léger bruit des pages tournées, laissa place à un vide sonore. Et le plus étrange, c'est que, même sans beaucoup parler, il emplissait tout. Son absence n'était pas bruyante. C'était une absence silencieuse et douloureuse, comme une chanson qui s'arrête au milieu de la mélodie, ne laissant que l'espace de ce qui c'est là devrait être là. Les petites routines me manquaient, sa façon de ranger ses livres, de plier ses lunettes et de les laisser toujours sur la table, comme quelqu'un qui termine un chapitre avant de se lever. La chaise était restée exactement comme il l'avait laissée. Personne n'osait la toucher, pas même retirer le drap de laine qu'il portait sur le dos. On aurait dit qu'elle conservait sa chaleur, même des jours plus tard. Toute la maison semblait suspendue dans le temps. Chaque objet portait un morceau de son histoire, comme de petits fragments d'un récit qui n'était pas encore terminé. Mais à cet instant, je ne pouvais pas lire cette histoire. J'étais envahi par un sentiment étrange, une sorte de culpabilité qui surgit quand on réalise qu'il y avait tant de choses qu'on voulait demander, mais qu'on n'a pas éposées, tant de conversations qu'on remet à plus tard. Et plus tard, on le sait, parfois, ça n'arrive jamais. Je me suis retrouvé à errer dans les pièces, comme à la recherche de quelque chose que je ne parvenais pas à saisir. Peut-être un signe, peut-être un dernier geste, n'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre ce qu'il avait laissé derrière lui après son absence. Il est curieux de constater à quel point, dans le deuil, nous développons une sensibilité accrue aux détails. Une odeur, une écriture griffonnée sur le coin d'une feuille de papier, le craquement d'une chaise sur le sol. Tout devient souvenir, et tout semble contenir une révélation cachée, une vérité cachée sur la personne qu'il était vraiment. Et c'est dans cet état, entre souvenir et silence, que je me suis retrouvé face à sa bibliothèque. Ce n'était pas la première fois que j'y entrais depuis son départ, mais cette fois, c'était différent, comme si quelque chose dans cet espace m'appelait. Et peut-être était-ce le cas, car ce jour-là j'ai senti que le moment était venu de regarder ces livres avec un regard neuf, non pas comme quelqu'un visitant le passé, mais comme quelqu'un cherchant des réponses dans le présent, comme quelqu'un essayant de déchiffrer les rouages d'un esprit qui, même silencieux, ne cessait d'enseigner. J'ai ouvert les premiers volumes au hasard, juste pour sentir le poids des pages, pour toucher ce qu'il avait lui-même touché tant de fois, et j'ai commencé à remarquer le soin avec lequel il traitait chaque livre, les notes écrites au crayon, les dates discrètes sur les premières pages, même les petits passages soulignés à la règle, presque au millimètre près. Tout était très intentionnel, comme s'il savait qu'un jour, quelqu'un reviendrait en quête de plus que de littérature. Et ce quelqu'un, à cet instant, c'était moi. C'était difficile d'expliquer ce que je ressentais. Un mélange de désir, d'admiration, et le profond sentiment qu'il essayait encore de me dire quelque chose, comme si son départ n'avait pas mis fin à la conversation. Elle en avait seulement changé la forme. Et c'est peut-être pour cela que je suis resté là pendant des heures. J'avais besoin de trouver quelque chose, un indice, un dernier message, et, sans le savoir, j'allais trouver bien plus que cela. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet,
car le moment où j'ai découvert ce mot n'a pas seulement été émouvant, il a été transformateur. Il a révélé des facettes inédites de mon grand-père, de moi-même, et des décisions que nous prenons ou reportons tout au long de notre vie. Chaque ligne écrite semblait porter des décennies de silence, mais aussi une sagesse affinée par le temps. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à changer, y compris ma compréhension de ce que signifie vraiment dire au revoir à quelqu'un. Écrivez-y. Moi aussi, je suis sur ce chemin. Quelques semaines après les funérailles, lorsque le chagrin avait cessé d'être une tempête, intense pour se muer en une sorte de crachin constant, je suis retourné chez lui. Ce fut une décision solitaire, comme si quelque chose me ramenait à cet endroit. Presque personne n'était venu depuis les adieux, mais je sentais que quelque chose m'attendait encore. Ce n'était pas un simple souvenir, ni un objet précis, c'était un sentiment, qu'il avait encore quelque chose à dire. La clé grinçait encore dans la porte. L'odeur du bois taché par le temps était toujours là, tout comme le silence. Mais pas ce silence d'absence. C'était un silence différent. Un silence profond, dense, presque vivant, une sorte de pause dans le temps. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Les livres alignés, les notes encore éparses sur la table, les mêmes papiers marquant des pages qu'à l'époque, je n'avais jamais eu la curiosité d'ouvrir. Et c'est là, dans ce silence suspendu dans l'air, que quelque chose a commencé à me ramener à la bibliothèque. J'ai pris un livre sans savoir pourquoi. Ce n'était ni le plus beau ni le plus récent, mais je me souvenais qu'il le lisait souvent. C'est peut-être pour ça qu'il m'appelait. Ou peut-être parce que certaines choses nous choisissent avant même qu'on s'en aperçoive. C'était un vieux volume, à la couverture bleue délavée, portant ces marques d'usure que seuls les livres préférés portent. La tranche était usée, comme si elle avait été ouverte des centaines de fois. Et quand je l'ai ouvert, sans me presser, là, au milieu de la pièce, quelque chose est tombé sur mes genoux. Une feuille de papier ordinaire pliée et jaunie, et pendant une seconde, j'ai arrêté de respirer. Il n'y avait ni expéditeur, ni titre, ni date, mais j'ai reconnu l'écriture dès l'instant où mon regard s'est posé dessus. C'était lui, sans aucun doute. Chaque trait, chaque courbe de la lettre était comme un appel venu d'un autre temps. Mon cœur s'emballait étrangement. Ni de peur, ni d'euphorie. C'était comme si je touchais quelque chose de sacré, d'intime, laissé là avec un but précis. Et plus je regardais, plus l'idée qu'il avait été écrit pour moi devenait claire, comme s'il savait qu'un jour je prendrais ce livre, à cet instant précis. Après tout, j'ouvris le papier avec précaution, comme une blessure, et en même temps une révélation. La première phrase était directe mais lourde de sens. « Si vous lisez ceci, c'est que le moment est venu. » Et c'est là que le temps s'est à nouveau arrêté, car même sans comprendre exactement ce qu'il voulait dire par « là je l'ai ressenti ». J'ai senti que ces mots n'avaient pas été écrits sur un coup de tête. Ils venaient d'un profond secret, de quelqu'un qui comprenait que l'amour peut aussi s'écrire. Cette présence peut perdurer sous la forme d'un message, que les adieux ne doivent pas nécessairement rester silencieux. Parfois, ils attendent juste le bon moment pour être entendus. Et là, entre ces mots, des questions ont surgi que je ne m'étais jamais posées, mais auxquelles, d'une certaine manière, il semblait déjà avoir répondu. Il a parlé de regrets, de ce qui vaut la peine d'être porté et de ce dont il faut se défaire, de décisions qui tracent notre chemin, même quand on croit vivre une journée ordinaire. Il a parlé de la jeunesse comme d'un lieu où tout semble urgent, mais où en réalité c'est là qu'il faut apprendre à écouter. Et il a parlé du temps, ce temps que nous gaspillons sans nous en rendre compte, comme s'il était infini. Sa façon d'écrire était la même que sa façon de parler, et avec simplicité et profondeur à la fois. Rien n'était exagéré, mais chaque phrase semblait avoir un poids particulier, comme si elle avait été posée après mûre réflexion. Et le plus frappant était la façon dont il parlait de moi. Non seulement comme d'un petit-fils, mais comme de quelqu'un qui, il le croyait, comprendrait un jour, une sorte de confiance tranquille, comme s'il avait semé quelque chose et savait qu'un jour, je reviendrais le récolter. Ce mot était plus qu'un message, c'était une sorte de carte émotionnelle, et je ne le dis pas poétiquement, non, il m'a littéralement laissé des questions, des choses comme
As-tu vraiment pardonné à ton père? Ou qu'est-ce que tu n'as pas encore dit à ta mère parce que tu as peur de pleurer? Et ces questions m'ont frappé comme une flèche, parce qu'elles n'étaient pas génériques, elles étaient justes. C'était comme s'il avait vu les coulisses de ma vie avant même que je ne les voie. On a tendance à penser que les personnes âgées nous observent toujours d'un regard distant, comme quelqu'un qui a trop vécu et qui se contente désormais d'observer. Mais à cet instant, en lisant ce mot, j'ai réalisé qu'il avait tout observé. Et pas seulement observé, il avait compris, peut-être même mieux que moi. Et cette prise de conscience, en elle-même, a été transformatrice. Car j'ai compris que la douleur de la perte mêlée à la présence peut ouvrir des voies d'écoute dont nous ignorions jusqu'alors l'existence. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car le contenu de ce mot ne me concernait pas seulement, il le concernait aussi. Il s'agissait de la façon dont il avait choisi de me dire au revoir, ni grandiose ni symbolique, mais sincèrement, brut, humain. Et comprendre cela m'a fait m'interroger non seulement sur qui il était, mais aussi sur ce que je devenais grâce à cette rencontre inattendue avec ces mots. Mon doigt parcourut les pages comme à la recherche d'une chose incertaine, un geste presque automatique, presque distrait, jusqu'à ce que cette page jaunie se détache du milieu du livre et flotte dans l'air une seconde, avant de tomber sur mes genoux. Le temps sembla s'arrêter à cet instant. Je me retrouvais figé, essoufflé, comme si mon corps avait compris avant mon esprit que c'était important. Et ça l'était, très important. Son écriture, inimitable, un trait ferme mais légèrement oblique, comme quelqu'un qui écrit toujours plus avec son cœur qu'avec sa main. Rien qu'à la regarder, ma poitrine se serra étrangement. C'était comme s'il venait de quitter la pièce, comme s'il l'avait laissé là quelques minutes auparavant, sachant que je le retrouverais. J'étais assis par terre dans le salon, parmi les livres, le dos contre l'étagère, le mot entre les mains, comme quelqu'un qui tient un objet sacré. J'ai pris mon temps. Je n'y arrivais pas. Chaque mot semblait avoir été placé avec un but précis. C'était plus qu'un message. C'était un portail. Les premières phrases étaient comme un câlin. Si vous avez trouvé cela, c'est parce que quelque chose en vous a déjà changé. C'est comme ça qu'il a commencé. Et je me suis figé, parce que oui, quelque chose avait déjà changé. Je n'étais plus la même depuis son départ, depuis que j'avais réalisé à quel point j'avais arrêté de poser des questions, d'écouter et de prêter attention. Et il le savait. C'était comme si j'avais appris à me connaître mieux que je ne me connaissais moi-même. Ça m'a profondément bouleversé. Soudain, je me suis retrouvé devant une feuille de papier. Mais j'avais l'impression d'avoir la conversation la plus sincère de ma vie. Le mot n'était pas long. Il n'en avait pas besoin. Parfois, la vérité ne requiert pas beaucoup de mots. Il suffit de la dire au bon moment. Et il l'a fait. Chaque ligne semblait me transpercer, une à une, ouvrant en moi des espaces dont j'ignorais l'existence. Il parlait de la vie comme seuls ceux qui ont vécu en pleine conscience peuvent le faire. Il évoquait la solitude, des jours ordinaires, la beauté des petites choses, l'importance de ne pas remettre à plus tard les conversations difficiles. Et, plus impressionnant encore, il n'écrivait pas comme s'il donnait des conseils. Il écrivait comme s'il partageait une découverte. Il m'a dit qu'il avait passé sa vie à essayer de comprendre le silence, qu'il y avait des choses qu'il n'avait jamais eu le courage de dire à voix haute, et qu'écrire était sa façon de les gérer. Qu'écrire, pour lui, était une façon de demander pardon, de témoigner de l'amour, d'être présent même lorsqu'il n'était plus là. Et c'est à ce moment-là que ma gorge s'est serrée, parce que j'ai compris. J'ai compris que ce mot n'était pas seulement un adieu, c'était des retrouvailles entre qui il était et qui je devenais, des retrouvailles entre ce qu'il avait vécu et ce qu'il espérait que je vivrais encore. Une partie de la note disait « N'attendez pas de perdre pour comprendre la valeur de la présence. Le temps ne dit pas quand cela changera. Il change, tout simplement. » Et j'ai relu cette phrase environ 5 fois, parce qu'au fond, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et pas seulement à propos de lui, mais de tout. Des amis qui s'éloignent, des amours qui se refroidissent, des parents qui vieillissent sans qu'on s'en rende compte. C'était une question d'attention, de présence,
de ce que nous faisons des minutes dont nous disposons, des liens que nous tissons, des mots que nous avalons et de ce que nous répétons sans réfléchir. Ailleurs, il a parlé de courage, mais pas du courage héroïque qu'on voit au cinéma. C'était le courage de se regarder dans le miroir et d'admettre sa souffrance. Le courage de demander pardon, de demander de l'aide, de dire « je t'aime », même d'une voix tremblante. Et surtout, le courage de continuer, même quand on n'a pas toutes les réponses. Car, selon lui, la plupart des réponses ne viennent qu'après avoir commencé à marcher. Le lire, c'était comme ouvrir une fenêtre en moi. Une fenêtre fermée depuis longtemps. J'ai pleuré là, par terre, parmi les livres, sans aucune honte. Parce que c'était comme si j'étais vu par quelqu'un qui était déjà parti, mais qui me connaissait encore mieux que quiconque. Et c'est difficile d'expliquer cela à quelqu'un qui n'a jamais vécu une telle expérience. Mais si vous avez déjà ressenti ce lien inexplicable avec quelqu'un qui n'est plus là, vous comprendrez peut-être. C'est comme si la personne continuait de vivre sur un autre plan, où le temps n'interfère pas, où la distance n'est pas un obstacle, où l'amour ne s'arrête pas. Il change simplement de forme. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le contenu du mot en lui-même, mais ce qu'il a provoqué en moi par la suite. Cela ne s'est pas arrêté à la fin de ma lecture. Bien au contraire, c'est là que tout a commencé. Un mouvement intérieur, presque imperceptible, mais qui a progressivement transformé ma façon de penser, de ressentir et de prendre des décisions. Un nouvel état d'esprit se formait, comme si on m'avait donné un mot de passe pour accéder à des parties de moi-même jusque-là bloquées par la peur, l'orgueil ou simplement l'inconscience. Et tout a commencé par quelques lignes manuscrites enfouies dans un livre oublié. Au début, j'ai cru que ce mot n'était qu'un adieu, un de ces messages que l'on laisse pour réconforter ceux qui restent, comme un dernier geste d'affection. Mais en lisant chaque ligne, le cœur lourd, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement cela. C'était une invitation, un appel, un message mûrement réfléchi, destiné à m'inciter à m'arrêter et surtout à me tourner vers l'intérieur. Ce que mon grand-père avait écrit ne parlait pas seulement de lui-même, il parlait du temps, de la façon dont la vie passe, tandis que nous remettons à plus tard l'essentiel, de la façon dont nous ne prenons conscience de la valeur des choses qu'après les avoir glissées entre nos doigts. Il m'a dit qu'il savait que je ne retrouverais peut-être ce mot qu'après son départ, et que c'était intentionnel, que certains mots n'ont de sens que prononcés en silence, qu'il y a des vérités qui ne s'intègrent pas dans le quotidien, car le bruit du quotidien ne laisse aucune place à une véritable écoute. Et là, assise avec ce mot entre les mains, au milieu des larmes et des souvenirs, j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. C'était comme s'il avait vu bien avant moi que seul le vide me permettrait de le comprendre véritablement. Il parlait du temps avec une délicatesse brute. Il écrivait que la vie est faite de jours ordinaires et que la plupart des gens ne réalisent leur valeur que lorsqu'ils deviennent des souvenirs, que tandis que nous courons après de grandes réussites, nous regrettons les cafés silencieux, les accolades gênées, les regards qui disent tout sans rien dire, et que ces petits moments sont en réalité ce qui nous construit. Selon lui, perdre du temps à essayer de comprendre l'avenir, c'est oublier de vivre le présent. Car l'avenir, disait-il, n'arrive jamais comme on l'imagine. Mais le présent laisse toujours des traces de ce que nous devenons. Il m'a dit qu'il avait commencé à écrire ce mot des années auparavant, qu'il l'avait réécrit plusieurs fois, qu'il pensait à moi à chaque mot qu'il choisissait, et qu'il lui avait fallu du temps pour trouver la bonne façon de tout dire, car il savait que je ne comprendrais vraiment que lorsque je serais prête, quand la douleur de l'absence a trouvé la place pour accueillir la sagesse. C'est à ce moment-là que ma perspective a commencé à changer, car ce qui semblait être un adieu est devenu un pont entre des générations, entre des idées, entre deux moments très différents de la vie, mais reliés par un même fil conducteur, le désir de comprendre. L'un des passages les plus forts, pour moi, c'est quand il écrit « Tu n'as pas à tout porter. Ce « qui t'accable ne t'appartient pas. Lâche prise. » Cela m'a brisé, car jusqu'à cet instant,
Je n'avais même pas réalisé à quel point j'étais prisonnière d'une vieille culpabilité, d'attentes qui n'étaient même pas les miennes, d'une douleur héritée sans m'en rendre compte. C'était comme s'il savait exactement où je gardais mes blessures. Et, avec une simplicité brutale, il m'a dit « Tu peux laisser ça là ». Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il faut continuer à marcher. Il a aussi parlé de choix. Il a dit que tout dans la vie est une décision, et que même le silence est un choix, que nous vivons souvent en pilotage automatique par peur de vraiment choisir, car prendre des décisions exige de la responsabilité, et du courage, et du sacrifice, et que c'est précisément dans cette zone sombre des décisions difficiles que l'on grandit le plus. Il a dit avoir passé trop de temps à essayer de plaire aux autres, et que ce n'est qu'avec l'âge qu'il a compris que plaire aux autres, sans se respecter soi-même, est le plus court chemin vers la perte de soi. Et il m'a mis en garde. N'attendez pas que le temps vous enseigne par la force. Commencez maintenant. La lucidité avec laquelle il a écrit tout cela m'a fait voir le monde différemment. Ce n'étaient pas les mots de quelqu'un qui se lamente sur la fin, c'étaient ceux de quelqu'un qui comprenait le temps comme un don rare et qui, du plus profond de son âme, espérait que je ne gaspillerais pas le mien. Il m'a fait à comprendre qu'il n'y a pas de jour idéal pour vraiment commencer à vivre, que la vie ne se limite pas à des phases importantes, des jalons visibles ou des événements majeurs. La vie se déroule vraiment en coulisses, dans ce que personne ne voit, dans la façon dont on écoute l'être aimé, dans la patience avec laquelle on se pardonne, dans l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas encore tout et qu'on ne le saura peut-être jamais. Un passage particulier de la note m'a surpris. Il écrivait « Soyez honnête avec votre douleur, ne faites pas semblant d'être fort. La vie a plus de compassion pour ceux qui s'autorisent à ressentir. » Et c'est là que j'ai cessé de résister, parce que là, il m'a donné la permission d'être humaine, de ne plus avoir à porter cette armure qui me sépare de qui je suis. C'était comme si, à cet instant, il me disait « Tu n'as pas besoin d'être invincible, tu dois juste être vrai. » Et puis, tout a commencé à changer, car ce n'était pas une simple émotion, passagère. C'était une transformation silencieuse, une sorte de clarté qui, une fois atteinte, ne se perd jamais. J'ai commencé à revisiter mentalement des situations passées, des conversations que j'avais évitées, des mots que j'avais tus, et je me suis retrouvé avec un nouvel état d'esprit, comme si on m'avait donné un autre regard pour voir ce que j'avais ignoré jusque-là. Et tout a commencé avec cette page jaunie, oubliée entre les pages d'un vieux livre. Une page qui, en vérité, attendait le bon moment pour être lue. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car le plus marquant n'était peut-être pas ce qu'il disait directement, mais ce qu'il me faisait ressentir entre les lignes. Ce silence entre deux phrases, ce souffle retenu entre les lignes. Comme s'il y avait là une autre dimension de sens, accessible uniquement à ceux qui sont prêts à écouter avec leur cœur. Comme si le véritable message résidait moins dans ce qui était écrit que dans ce qu'il évoquait en moi. Et c'est là que la vie révèle sa vérité cachée. Ce qui paraît insignifiant peut être porteur d'une immense puissance de révélation. Commentaire ici, cela me semble logique. Mais il y avait un passage qui m'a bouleversé comme aucun autre ne l'avait fait. J'étais déjà complètement absorbé par tout ce que j'avais lu jusque-là, les réflexions sur le temps, les choix que nous remettons à plus tard, le poids que nous portons sans savoir pourquoi, mais en arrivant à cette phrase précise, quelque chose en moi a craqué. Il a écrit « Si vous lisez ceci, il est temps de vraiment m'écouter. » J'ai lu cette phrase lentement. Je l'ai répétée doucement. Mon cœur battait fort, comme si mon corps savait que ce qui allait suivre allait remuer ses couches profondes. C'était comme s'il avait attendu tout ce temps pour enfin me dire ce dont nous n'avions jamais pu parler dans la vie. Une conversation entrecoupée de silence, d'orgueil, de cette peur absurde de paraître trop fragile. Ces mots n'étaient pas de simples conseils. Ils étaient des confessions, comme des vérités qu'il avait gardées secrètes pendant des années. Et ce qu'il écrivit ensuite me toucha d'une manière impossible à expliquer. Il commença à parler de regrets,
Mais ni avec le poids, ni avec le drame. C'était différent. Il n'utilisait pas le mot « erreur » comme quelque chose de honteux. Au contraire, il parlait comme s'il comprenait que tout le monde trébuche, mais que peu ont le courage de revenir en arrière et de regarder où ils ont échoué. Et cela m'a fait repenser à tant de choses, car jusque-là, je voyais le regret comme une faiblesse, comme quelque chose qu'il fallait cacher. Mais il m'a montré que, en fait, c'est tout le contraire. Qu'un regret sincère peut être une porte de transformation, qu'il nous oblige à revisiter les moments où nous aurions pu être meilleurs, et que ce n'est qu'en agissant ainsi que nous pouvons nous libérer. Il a écrit comme ceci: « N'ayez pas peur des regrets, ayez peur de passer votre vie à vous cacher de qui vous auriez pu être. » Et en lisant cela, je n'ai pas pu retenir mes larmes, car là, à cet instant précis, il me parlait, mais aussi de lui-même, de ce qu'il ressentait, de ce qu'il ne pouvait pas dire tant qu'il était là, de ce qu'il aurait aimé faire différemment. Et j'ai senti très clairement qu'il ne voulait pas que je répète les mêmes silences, que je devais mettre de côté l'orgueil, la peur et la hâte, et aller chercher les mots que je n'avais pas encore prononcés, ces mots qui peuvent tout changer s'ils sont prononcés à temps. Puis il a parlé de pardon, et il a été direct. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout. Il vous suffit de choisir ce qui est le plus important, avoir raison ou être en paix. Cette phrase m'a frappé d'une manière qui m'a rappelé toutes les fois où j'ai gardé le silence par orgueil, toutes les fois où j'ai choisi de m'éloigner plutôt que de parler, toutes les accolades que je n'ai pas faites parce que je pensais que le temps s'en chargerait. Et ce ne fut pas le cas. Il a écrit que pardonner n'est pas oublier, c'est comprendre, que le véritable pardon naît lorsque nous cessons d'exiger des explications et commençons à voir l'autre tel qu'il est, avec ses limites, ses peurs, ses histoires que nous ne pouvons même pas imaginer. Il a dit qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour comprendre cela, et qu'il aurait aimé pardonner plus tôt, qu'il avait été trop longtemps prisonnier de blessures qui, au final, n'avaient fait que le blesser. On croit souvent que l'autre doit changer pour que la douleur disparaisse, mais en réalité, c'est nous qui devons changer. Que le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est une libération pour nous. Et là, à cet instant précis, j'ai compris. Je m'accrochais à des sentiments qui ne me servaient plus à rien, des fardeaux émotionnels hérités, accumulés, étouffés. Et il était inutile que cela continue ainsi. Puis vint la dernière partie de la note. Peut-être la plus simple, mais sans doute la plus puissante. Il écrivit « Ne remettez jamais les mots importants à plus tard. Plus tard est une illusion. Tout ce qui existe maintenant est là. » En lisant cela, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing en pleine poitrine. Combien de choses ai-je repoussé avant de dire quelque chose? Combien de « je t'aime » ai-je retenu, pensant avoir le temps? Combien de conversations ai-je repoussées, attendant l'ambiance, le moment idéal, le courage de se manifester? Et puis, le temps a passé, et le moment idéal n'est jamais venu, et le silence s'est intensifié, jusqu'à devenir absence. C'est là que tout a commencé à prendre sens. Ce mot n'était pas seulement un message, c'était un miroir qui m'a montré, sans équivoque, que j'avais encore le temps de faire les choses différemment, que je pouvais encore changer ma relation aux autres, aux souvenirs, à ma propre histoire. Et ce fut, pour moi, l'un des plus grands changements d'état d'esprit de ma vie, car j'ai réalisé que les mots cachés peuvent laisser des cicatrices, mais les mots dits avec vérité ont le pouvoir de guérir. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'exprimer ce que l'on ressent. Il s'agit d'en reconnaître l'urgence. Il s'agit de comprendre que c'est seulement maintenant que les choses se produisent vraiment, que la vie n'attend pas que nous nous organisions émotionnellement, que, souvent, la conversation la plus importante que nous ayons n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais avec nous-mêmes. Et ce message, venant de quelqu'un qui n'est plus là, m'a montré qu'écouter ce qui reste entre les lignes du silence peut être le premier pas vers une vie plus présente, plus courageuse et moins de regrets. Après avoir lu ce mot, quelque chose en moi s'est brisé. C'était comme si une barrière invisible s'était brisée, libérant tout ce que j'avais gardé en moi. Sentiments, mots non prononcés, pardon enfoui.
Le jour même, j'ai décroché le téléphone et appelé ma mère. La voix qui m'a répondu semblait lointaine, fatiguée. Mais quand j'ai entendu mon « Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose », tout a changé. Les mots sont venus lentement, entre sa vie trépidante et ma voix étranglée, mais chaque syllabe portait le poids d'années non vécues. C'était ma façon de mettre en pratique ce qu'il avait écrit. Ne laisse pas le présent devenir le passé sans regarder ceux que tu aimes dans les yeux. Peu après, j'ai appelé mon frère. Et ce lien a transformé ces minutes en une conversation chargée d'émotions. Nous avons évoqué des souvenirs d'enfance, certaines phrases de mon grand-père passées inaperçues, mais qui prenaient alors un nouveau souffle. Soudain, le silence a fait place à un échange qui semblait avoir été retardé par des absences invisibles, des sentiments refoulés, de l'empathie pour de vieilles douleurs, des rires jaillissants mêlés de larmes. C'était comme si son message nous autorisait à briser la glace que nous avions créée au fil des ans. Dès lors, j'ai commencé à écrire des lettres aux personnes que j'aimais et avec lesquelles j'avais des comptes à régler. Des lettres à mon père, à ma tante, à des amis qui s'étaient éloignés sans explication. Écrire à la main, lentement, m'obligeait à peser chaque mot avec lucidité. C'était comme si mon grand-père m'avait poussé à vivre cette vie avec plus de courage, plus de vérité et plus de présence. À chaque lettre, je repensais à mes décisions et reconnaissais mes manquements à l'authenticité, par peur ou par paresse. Et c'est là que j'ai constaté une véritable et profonde transformation. Mon état d'esprit a commencé à changer. J'ai commencé à percevoir l'impact de petits gestes, un appel inattendu, une étreinte chaleureuse, un sincère « pardon », des choses qui auparavant semblaient trop anodines pour être urgentes. Et j'ai constaté que, petit à petit, mon cheminement intérieur ne se limitait plus à moi. Il s'agissait de me connecter, de me ressourcer, de vivre pleinement dans ce monde caché que nous oublions souvent. J'ai commencé à apprécier ce qui me semblait autrefois insignifiant. Le café offert dans la cuisine le matin, le sourire spontané d'un collègue dans le couloir, l'expression nostalgique de ma mère lorsqu'elle me voyait partir. La présence est devenue la matière première de ma routine. Mes décisions ont pris du poids. Et, curieusement, les mots que j'avais repoussés étaient désormais plus faciles à dire, précisément parce que c'était comme s'il m'avait montré comment les dire vraiment, sans détour, sans excuse, avec le courage de quelqu'un qui sait que le temps parle plus qu'on ne l'imagine. J'ai aussi commencé à écouter plus attentivement. Je me sentais disponible dans les conversations. Je ne réfléchissais plus à ce que je devais répondre, mais je cherchais à comprendre. Ce fut un changement fondamental, mais puissant. Je me suis mis à l'écoute pour voir comment ils étaient vraiment, et non comme on attendait d'eux qu'ils disent de qu'ils étaient. Et j'ai écouté. Je me suis éloigné du tumulte de la vie quelques instants pour respirer à la même fréquence que l'interlocuteur. Ce fut un exercice d'empathie et de vulnérabilité qui a eu un réel impact sur ceux qui étaient à l'autre bout du fil. La vie a alors commencé à prendre un nouveau tournant. Les petites décisions sont devenues décisives. Prioriser les réunions, reprendre les conversations, préserver un souvenir. J'ai compris comment une note oubliée dans un carnet peut devenir un levier émotionnel, capable de réorienter les choix, de restaurer les liens et de renouveler les attitudes. J'ai perdu ma peur de raviver de vieilles conversations et j'ai mis un point d'honneur à faire taire mon orgueil. J'ai eu l'impression que, d'une certaine manière, cela me ramenait au cœur de ma propre histoire, car, dans les coulisses de mon quotidien, j'avais perdu la notion de qui j'étais et de ce qui comptait. Ce mot m'a ramené à cette réalité. Il m'a fait comprendre l'impact que peuvent avoir de petites révélations. Une vérité cachée entre les lignes que seuls des lecteurs attentifs peuvent déchiffrer au moment opportun. Et j'ai réalisé quelque chose. L'émotion ne se résume pas à un sentiment. Il s'agit d'agir en fonction de ce sentiment. Il s'agit de transformer le désir en présence, le silence en écoute, l'absence en héritage. Un impact réel qui imprègne l'âme et transforme notre façon de vivre. Une transformation qui se produit de l'intérieur, mais qui se répercute sur les autres. Cela devient conscience. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car de tout ce qu'il a écrit, ce qui m'a le plus marqué,
Ce ne sont pas les conseils, mais le courage qu'il m'a insufflé, le courage de vivre avec un but, le courage d'assumer ma douleur et de l'accepter comme faisant partie du chemin, le courage de prendre des décisions conscientes, de respecter le temps et de reconnaître l'impact de nos paroles et de notre écoute sur ceux que nous aimons. Le courage de croire que même les silences peuvent être transformateurs lorsqu'ils sont considérés avec respect. Le livre contenant le mot était on ne peut plus symbolique, Le Petit Prince. À cet instant, toutes les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place en moi, comme si l'univers avait conspiré pour que je trouve ce message à cet endroit précis. Mon grand-père, cet homme de peu de mots, savait pertinemment ce qu'il faisait en choisissant cet ouvrage pour sa dernière leçon. Et ce n'était pas un hasard s'il avait insisté sur une phrase aussi puissante « On devient éternellement responsable de ce qu'on a apprivoisé ». C'était sa façon de me dire, avec simplicité et profondeur, que notre lien, ce lien invisible et indestructible, ne s'éteindrait jamais, même après son départ. J'ai senti un intense mélange de nostalgie et d'espoir m'envahir. Cette phrase était lourde, mais aussi porteuse d'une promesse. La promesse que les liens que nous tissons, les liens que nous créons avec ceux que nous aimons, continuent d'exister et d'influencer nos vies, même lorsqu'ils ne sont plus physiquement présents. C'était une invitation à assumer la responsabilité, non pas comme un fardeau, mais comme un honneur, de prendre soin de ces relations, de nourrir ce qui reste et d'honorer leur mémoire par nos choix quotidiens. Le symbolisme du livre, avec ses histoires d'innocence, d'amitié et de découverte, amplifiait encore le sens de cet héritage. Il m'a fait comprendre que la vie est faite de petites et grandes choses, les détails que nous négligeons, les mots que nous omettons de dire, les gestes que nous posons sans en mesurer l'impact. Le voyage du Petit Prince est avant tout un chemin de transformation intérieure, où chaque décision, chaque rencontre façonne notre essence. Et mon grand-père, avec sa sagesse silencieuse, m'avait transmis le relais pour que je puisse poursuivre ce chemin avec conscience et amour. J'ai commencé à percevoir, sous un jour nouveau, ce que signifie être responsable des liens que nous tissons. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin de soi, d'entretenir la flamme des souvenirs et l'essence qu'ils nous laissent. C'est une responsabilité qui transcende le temps, qui résonne au plus profond de nos esprits et de nos âmes, révélant des vérités cachées sur ce qui compte vraiment. Cette prise de conscience m'a bouleversé d'une manière indescriptible. L'impact a été profond, provoquant une transformation intérieure dont j'ignorais même le besoin. C'était comme si le mot et le livre, réunis, étaient une clé pour ouvrir des portes intérieures que j'avais évité d'ouvrir, par peur ou par complaisance. Ils m'ont poussé à réévaluer mes décisions, à réfléchir à l'état d'esprit que j'avais cultivé et à l'héritage que je souhaitais laisser. Et puis, au cours de ce processus, j'ai réalisé que l'amour et l'attention sont en réalité les forces les plus puissantes de notre existence. Ils façonnent qui nous sommes, nous unissent véritablement et peuvent transformer une vie entière, même en l'absence physique. La sagesse de mon grand-père était là, cachée entre des pages jaunies, attendant le moment propice pour éveiller cette conscience en moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la responsabilité que nous portons envers nos liens n'est pas seulement un joli concept ou une phrase à retenir. C'est un appel à l'action, à vivre avec détermination et authenticité, à reconnaître que chaque jour, nous construisons ou déconstruisons ces liens qui nous définissent et nous soutiennent, et que cette responsabilité est une opportunité de croissance, de guérison et de révélation sur qui nous sommes vraiment lorsque nous nous autorisons à être vulnérables et présents. Cela m'amène à réfléchir aux décisions que nous prenons au quotidien, souvent trop anodines pour paraître importantes, mais qui portent en réalité le poids de nos choix les plus profonds. Comment nous transformons nos relations, ce que nous choisissons de captiver et comment nous gérons les fondements émotionnels de cette construction constante. Tout cela a un impact, et c'est dans cette réflexion que le voyage prend un sens nouveau. Commentaire ici, cela me semble logique. Après cette découverte intime et transformatrice,
j'ai commencé à regarder au-delà de ma propre histoire et j'ai réalisé, mais quelque chose de surprenant, je n'étais pas la seule à avoir découvert des messages cachés, des notes qui refont surface après le décès d'un proche, presque comme si elles avaient été laissées exprès pour des retrouvailles tardives mais nécessaires. De nombreuses autres personnes, aux quatre coins du monde, aux histoires uniques, ont également trouvé leurs propres reliques émotionnelles. Journaux intimes, vieux enregistrements, lettres non envoyées, enregistrements vocaux révélant des sentiments gardés sous clé, des mots qui ont traversé le temps pour atteindre le cœur de ceux qui sont restés. C'est comme si, au fond, c'était une vérité cachée de notre existence. Quelle que soit notre identité, nos origines et nos parcours, nous aspirons tous, en fin de compte, à ce qu'on se souvienne de nous, qu'on nous comprenne, et surtout à ce qu'on nous dise un dernier « je t'aime ». Cette quête de connexion et de reconnaissance, ce désir quasi universel de laisser une trace qui transcende le silence de l'absence, en dit long sur la nature humaine. Un désir profond de perpétuer l'impact que nous avons eu sur la vie des autres, même lorsque notre corps n'est plus là. En y réfléchissant, j'ai réalisé que ces messages ne sont pas que des mots ou des gestes oubliés. Ils sont porteurs d'une sagesse précieuse, d'un héritage émotionnel qui traverse les générations, d'un pont entre le passé et le présent qui nous pousse à repenser notre façon de penser et notre perception de nos relations. Après tout, ce que nous laissons derrière nous est bien plus que des objets ou des souvenirs superficiels. C'est l'essence même de notre parcours, ce qui compte vraiment, ce qui a touché les cœurs et transformé des vies. Ces témoignages, ces découvertes faites par tant de personnes à travers le monde, révèlent aussi les profondeurs cachées de nos émotions, les non-dits, les vérités que nous cachons souvent, même à nous-mêmes. Ils nous montrent que, même en l'absence physique, il existe une présence constante et puissante, un fil invisible qui relie les générations et nous invite à réfléchir à nos propres décisions et attitudes aujourd'hui, tant qu'il est encore temps d'agir. Il est impressionnant de constater à quel point ces histoires résonnent auprès de tous ceux qui les découvrent. Elles nous touchent, nous poussent à remettre en question nos valeurs et nous incitent à cultiver des relations plus authentiques et plus conscientes. Elles nous rappellent que une transformation commence en nous, dans notre façon d'aborder la vie, l'amour et l'héritage que nous souhaitons laisser. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui nous quitte, mais de savoir ce que nous faisons de ce que nous recevons, de ce dont nous héritons, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel. Cet élargissement du sujet m'a fait comprendre que chacun de nous a une opportunité unique de réécrire son propre récit, de guérir de vieilles blessures, de construire des ponts et de faire la pêche avec le passé. Et que ce cheminement, aussi difficile soit-il, nous invite à devenir une meilleure version de nous-mêmes, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux que nous aimons et qui continuent d'avoir un impact sur le monde. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre cette dynamique nous permet de voir nos vies différemment. Cela nous invite à réaliser que chaque décision, aussi simple soit-elle, a un impact profond, que nos choix façonnent ce dont on se souviendra, ce qui sera transmis et la façon dont nous voulons être perçus lorsque nous ne serons plus là pour raconter notre histoire. Réfléchir à notre responsabilité envers ce qui nous captive nous confronte à une vérité puissante. Nous sommes les auteurs de notre propre héritage. Et cette prise de conscience peut être libératrice, car elle nous donne le pouvoir de transformer ce qui semblait être le destin en une série de choix conscients, un cheminement porteur de sens. Cette réflexion ouvre la voie à l'exploration non seulement de l'héritage que nous avons reçu de nos prédécesseurs, mais aussi de ce que nous pouvons léguer à ceux qui nous attendent. Que voulons-nous que l'on dise de nous? Quelle empreinte voulons-nous laisser? Et surtout, comment pouvons-nous vivre de manière à honorer ces liens et cet impact? Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Pourquoi attendons-nous si longtemps pour dire ce qui compte vraiment? Pourquoi remettons-nous à plus tard l'amour, le pardon, la gratitude, ces mots qui pourraient changer le cours de nos relations? C'est curieux, car la vie, au fond, est faite de ces moments simples, de ces conversations qui semblent anodines, mais qui pèsent lourd.
Nous développons une habitude presque inconsciente de repousser au futur ce qui devrait être au présent, comme si le temps était infini, comme s'il y avait toujours une autre chance, un autre jour pour arranger les choses, s'ouvrir, s'abandonner véritablement. Mais la vérité cachée, est souvent douloureuse, et que le temps est trop court pour de telles hésitations. Et le plus étrange, c'est que cette procrastination émotionnelle survient précisément au moment où nous sommes confrontés à ce que nous désirons le plus. La connexion, la compréhension, la paix intérieure. Nous connaissons la valeur des mots, mais nous ressentons aussi le poids de la peur, de l'insécurité et de la souffrance accumulée. Combien de fois oublions-nous de dire « je t'aime » parce que nous pensons que cela pourrait paraître trop fragile? Combien de fois l'orgueil, la honte ou la simple paresse émotionnelle nous empêchent-ils de nous excuser ou de pardonner? Et finalement, ce sont ces mots non prononcés qui créent un vide immense, une absence presque physique que nous ne ressentons que lorsqu'il est trop tard. Cette réflexion m'amène à une vérité universelle. Nous portons tous ce fardeau du silence et de l'ajournement. Chacun de nous, à un moment donné, a gardé un message important pour plus tard, persuadé que la vie nous offrirait une seconde chance. Mais que se passerait-il si cette chance ne se présentait jamais, et si ce plus tard que nous imaginons n'était qu'une illusion? L'urgence de vivre le présent, d'exprimer nos sentiments et d'agir selon notre vérité n'est pas seulement une question de sagesse, c'est une nécessité pour ceux qui souhaitent véritablement transformer leur parcours et leur impact sur le monde. Cette urgence est également liée à un état d'esprit de transformation que beaucoup refusent encore d'accepter. Un changement profond exige du courage, et le courage exige de l'action. En réalité, la vie nous confronte constamment à des choix. Choisir le silence ou la parole, la peur ou l'espoir, la stagnation ou le mouvement. Et ces choix façonnent non seulement ce que nous laissons derrière nous, mais aussi ce que nous portons en nous de notre vivant. Décider de parler aujourd'hui peut signifier se libérer des liens qui entravent le bonheur. Cela peut signifier faire place à l'amour véritable, à la réconciliation et à la paix. C'est une étape qui transforme non seulement nous-mêmes, mais aussi tous ceux qui nous entourent. Il n'est donc pas étonnant que ces derniers mots, ces notes cachées, ces lettres jamais envoyées, ces messages qui n'apparaissent qu'après un adieu aient un impact si profond. Ils révèlent le fonctionnement profond des émotions humaines, montrant à quel point nous craignons la vulnérabilité, mais aussi que cette vulnérabilité est le chemin le plus sûr vers l'authenticité et le sens. Ils révèlent une vérité simple mais puissante. Ce que nous ne disons pas pèse bien plus lourd que ce que nous disons, et ce fardeau peut influencer notre vision du monde et de nous-mêmes. Réfléchir à cela révèle une formidable opportunité de développement personnel. Nul besoin d'attendre une perte ou une séparation pour saisir la valeur des mots et de la vérité. Nous pouvons agir, maintenant transformer nos relations, réévaluer nos priorités, redéfinir ce que signifie être véritablement présent. C'est l'une des grandes révélations que nous apporte l'héritage de mon grand-père, et je crois tant d'autres histoires qui croisent notre chemin. La transformation commence par le courage de regarder en nous, d'affronter nos doutes et nos insécurités, et de choisir ce qui est essentiel, ce qui nous relie et nous élève. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette réflexion sur la valeur des derniers mots et des conversations différées n'est pas seulement une affaire individuelle. Elle est au cœur de nos décisions quotidiennes, de l'impact que nous souhaitons avoir, de l'état d'esprit que nous cultivons. Comment transformer ces silences en dialogue, ces peurs en ponts? Comment la conscience de ce temps limité peut-elle façonner ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous laissons aux autres, l'héritage que nous construisons sans même nous en rendre compte? Ces questions sont fondamentales pour quiconque cherche du sens et une véritable transformation. Et c'est précisément à ce stade que la conversation devient encore plus intéressante, car en commençant à démêler ses sentiments et ses choix, nous découvrons un univers de révélation sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Nous y trouvons l'occasion de recadrer notre passé, de transformer la douleur en apprentissage et de créer un impact véritable qui transcende le temps. Ce
voyage qui semblait douloureux et solitaire se révèle peu à peu comme une invitation à vivre avec plus d'authenticité, de courage et de présence, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux que nous croisons. Si je pouvais vous poser une question qui transcende les barrières du temps et de l'espace, ce serait celle-ci. Si aujourd'hui était le dernier jour où vous pouviez écrire un message à quelqu'un que vous aimez, qui choisiriez-vous? Et, plus important encore, que choisiriez-vous à dire? Je ne parle pas de paroles grandiloquentes, ni de discours élaborés, mais de ce message simple, direct et sincère, cette vérité que nous taisons, attendant le bon moment qui souvent n'arrive jamais. C'est incroyable comme la vie nous joue des tours, nous poussant à remettre à plus tard ce qui pourrait transformer non seulement le destin des autres, mais aussi le nôtre. En contemplant ce mot de mon grand-père, cette phrase marquante soulignée dans le livre, j'ai pris conscience de la valeur du temps et des décisions que nous prenons, même celles qui semblent insignifiantes. Il savait, d'une manière que seuls ceux qui ont vécu intensément peuvent comprendre, que les mots ont un pouvoir transformateur, un pouvoir qui transcende l'existence physique elle-même. Ces lettres griffonnées sur du papier jauni étaient une invitation à une profonde réflexion sur notre état d'esprit, sur la façon dont nous percevons l'impact que nous avons sur les vies qui nous entourent. Il ne s'agit pas seulement de dire « je t'aime » ou « je suis désolé », même si ces messages sont puissants en eux-mêmes. Il s'agit aussi de reconnaître que la vie est une mosaïque faite de choix, de rencontres et de désaccords, et que chaque mot non exprimé, chaque sentiment caché, crée un écho silencieux qui résonne en nous et chez ceux que nous aimons. C'est comme si, d'une certaine manière, nous recherchions tous une véritable connexion, une reconnaissance qui transcende le temps, qui parle au cœur, qui résonne dans l'âme. Et c'est peut-être là le véritable héritage que nous pouvons laisser, non pas des biens matériels, mais la transformation subtile qui se produit lorsque nous décidons de vivre avec authenticité, courage et présence. Parler de cela me fait penser à toutes les histoires disséminées, cachées dans des journaux intimes, de vieux enregistrements, des lettres non distribuées, des messages retrouvés après un décès. Ce sont de petits aperçus de vie qui recèlent révélations, frissons, rires et larmes, autant de fragments d'un voyage qui résonnent encore. Cette quête universelle de sens et de connexion est, en fin de compte, ce qui nous touche, nous transforme, nous rend humains. C'est pourquoi il est si important de laisser place à ces conversations, à cet échange sincère d'expériences et de sentiments. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque nous examinons les derniers mots et les messages non exprimés, nous voyons non seulement la fin d'une histoire, mais aussi le début d'un nouvel état d'esprit. Cet état d'esprit nous pousse à vivre avec plus d'intensité et d'authenticité, à prendre les décisions qui comptent vraiment, et à comprendre que la vie, malgré son caractère imprévisible, nous offre chaque jour l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre. C'est un chemin de transformation qui exige le courage d'affronter ses peurs, de briser les vieux schémas et d'accepter la vérité cachée qui a le pouvoir de tout changer. Et c'est là toute la beauté de tout cela. Lorsque nous commençons à assumer la responsabilité de ce que nous avons apprivoisé, lorsque nous choisissons d'agir maintenant, l'impact que nous avons est bien plus grand que nous l'imaginons. C'est comme planter une graine qui, avec le temps, se transforme en relation plus profonde, en pardon libérateur, en amour guérisseur et en héritage qui perdure après notre départ. Voilà le véritable sens d'être éternellement responsable, non seulement de nos paroles, mais aussi du silence que nous choisissons de rompre et des décisions qui façonnent notre chemin. Alors, voici un défi. Si vous pouviez écrire un dernier message aujourd'hui à quelqu'un qui fait partie de votre histoire, qui serait-ce? Et que diriez-vous? Peut-être un mot que vous avez toujours rêvé d'entendre ou une confession que vous avez gardée pour vous. Peut-être une demande de pardon, un merci ou simplement un « je suis là ». Le pouvoir de ces mots peut non seulement transformer cette personne, mais aussi provoquer un profond changement en vous. Commentaire. Moi aussi, je suis sur ce chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Vous avez déjà compris que ces histoires ont une façon particulière de nous émouvoir, n'est-ce pas? Le genre de récit qui perdure, qui nous fait réfléchir à nos propres choix, à nos non-dits et à ce que nous voulons vraiment laisser derrière nous. Si cela vous a touché, pourquoi ne pas poursuivre ce voyage avec moi? Sur notre chaîne, nous vous proposons précisément ce genre de contenu, plein de réflexions qui peuvent vous aider à transformer votre état d'esprit et, qui sait, même à changer le cours de votre vie. Si vous souhaitez participer, abonnez-vous. C'est un moyen simple de ne rien manquer des prochaines histoires et révélations. Et si vous pouviez laisser un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout », je saurais que cette conversation a vraiment trouvé sa place. Cela crée un lien qui va bien au-delà de la vidéo. Vous savez, et bien sûr, cela nous aide aussi à comprendre que cet échange a réellement lieu, que nous sommes ensemble dans cette quête de sens et de transformation. Voici une vidéo qui développe ce sujet et approfondit les idées que nous venons de commencer à explorer. Cliquez et suivez-moi. Ce sera un plaisir de continuer à explorer tout cela ensemble. À bientôt.